J'ai poignardé ma meilleure amie dans le dos avec un email anonyme qui a fait sauter sa carrière en miettes, et je n'ai pas versé une larme. Au contraire, j'ai ri, un rire froid, comme celui d'un amant trahi qui découvre enfin la vérité dans les draps froissés d'un hôtel parisien. Et le plus beau, elle m'avait appris à haïr si profondément que, quand j'ai appuyé sur envoyer, j'ai senti pour la première fois en 10 ans ce que c'était que d'être libre. Paris, cette ville qui suinte la romance comme un vieux vin rouge versé sur un tapis persan, cache ses poisons dans les moindres fissures de ses boulevards impeccables. J'y ai passé la moitié de ma vie, à gravir les échelons d'une multinationale nichée dans un immeuble haussmannien du 8e arrondissement, où les ascenseurs en acajou murmurent des secrets d'affaires et les pauses café sentent le café filtre et l'ambition rance. Mon nom est Étienne Moreau, 42 ans, cadre intermédiaire dans le département marketing de LuxCorp, une boîte qui vend du rêve en flacons de parfum et en sac à main cousu main. J'étais l'homme invisible, fiable, discret, le genre de type que l'on oublie dès qu'il quitte la pièce. Mais Amanda. Ah, Amanda Duval. Elle était le soleil de ce bureau terne, une tornade blonde aux yeux vert perçants, originaire de Lyon mais forgée dans les feux de l'ENA. À 35 ans, elle régnait déjà sur notre service comme une impératrice byzantine, avec son tailleur Chanel impeccablement taillé et son sourire qui promettait des promotions comme des baisers volés. Nous nous étions rencontrés 5 ans plus tôt, lors d'une formation à Deauville. J'étais alors un simple assistant, noyé dans des tableaux Excel qui me donnaient des migraines, et elle, fraîchement promue, irradiait cette assurance que seuls les héritiers de familles influentes possèdent. « Étienne, tu as l'œil pour les détails que personne d'autre ne voit », m'avait-elle dit ce soir-là, un verre de Calvados à la main, sous les lumières tamisées de l'hôtel Normandie. C'était le début d'une amitié, ou du moins, je le croyais ainsi. Elle m'avait pris sous son aile, me confiant des projets sensibles, me faisant asseoir à sa droite lors des réunions avec les pontes de la direction. J'étais son bras droit, son confident, l'homme qui corrigeait ses discours à minuit et qui couvrait ses absences quand elle filait à des dîners mondains avec des investisseurs. En échange, une loyauté absolue. J'aurais pris une balle pour elle, ou du moins, un audit fiscal. Mais la loyauté, à Paris, n'est qu'une illusion de façade, comme ces façades haussmanniennes qui masquent des intérieurs moisis. Tout a commencé à basculer il y a 6 mois, lors du lancement de la campagne Éclat éternel, notre joyau marketing. Une ligne de parfums inspirée des amours maudites de la belle époque, avec des pubs tournées aux Tuileries et une égérie qui n'était autre que la nièce d'un ministre. Amanda en était l'architecte en chef, et moi, son exécutant fidèle. Les budgets étaient serrés, les délais impitoyables. Une nuit de septembre pluvieuse, alors que la Seine gonflait comme une veine enragée sous les ponts, elle m'a convoqué dans son bureau au dernier étage. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin, indifférentes. « Étienne, on a un problème », a-t-elle murmuré, son rouge à lèvres écarlate contrastant avec la pâleur de son visage. Le problème ? Une faille dans la chaîne d'approvisionnement, des lots de flacons défectueux, contaminés par un solvant toxique qui pouvait causer des réactions allergiques. Pire, les tests de conformité avaient été falsifiés, non par négligence, mais par un sous-traitant véreux que nous avions choisi pour des raisons, disons, politiques. Amanda avait validé le contrat personnellement, sous la pression de notre PDG, un certain Henri Lafarge, dont les liens avec le sous-traitant remontaient à des années. Si l'affaire éclatait, c'était la catastrophe. Rappel massif, procès, et pour elle, la fin de sa carrière fulgurante. J'ai écouté, le cœur battant, en sirotant un café tiède. « On ne peut pas laisser ça sortir », a-t-elle dit, ses yeux implorants comme ceux d'une sainte en péril. Et là, le piège s'est refermé. « Étienne, tu es le seul en qui j'ai confiance. Tu signes les rapports de validation. Mets ton nom dessus. Je m'occuperai du reste, une promotion, un bonus substantiel. Ce sera notre secret. » Notre secret. Ces mots m'ont transpercé comme un coup de lancette. J'ai hésité, bien sûr. Ma femme, Claire, enceinte de notre premier enfant, comptait sur mon salaire stable. Ma mère, veuve depuis 10 ans, vivait de ma pension alimentaire. Et moi, j'avais gravi ces échelons à la sueur de mon front, sans piston ni réseau. Mais Amanda, elle était plus qu'une patronne, elle était mon phare dans cette nuit parisienne. J'ai signé. Les mains tremblantes, j'ai apposé mon paraphe sur les documents falsifiés, enterrant la vérité sous des couches de jargon administratif. Les parfums ont été lancés, les critiques ont été élogieuses, et pendant des semaines, j'ai marché sur des œufs, guettant le moindre signe d'alerte. Rien. Amanda m'a gratifié d'une tape sur l'épaule et d'une invitation à un gala au Louvre, où elle m'a présenté à des investisseurs comme son prodige. J'ai cru que c'était passé, que la loyauté payait, après tout. Puis, le 15 octobre, tout a volé en éclats. Une cliente, une actrice mineure connue pour ses rôles dans des films d'auteur, a posté une vidéo virale sur Instagram.
son visage ravagé par des plaques rouges, accusant éclat éternel d'avoir ruiné sa peau. Les médias ont sauté dessus comme des vautours sur un cadavre frais. Le Figaro titrait « Scandale chez LuxCorp, un parfum toxique empoisonne Paris ». Et dans la tourmente, les rapports falsifiés ont refait surface. Mon nom y figurait en gros, noir sur blanc, Étienne Moreau, responsable de la validation. Je me souviens de ce moment précis, assis dans la salle de crise, entouré de costumes sombres et de regards accusateurs. Amanda était là, impassible, ses lèvres pincées en une moue de circonstance. Quand le PDG a pointé du doigt les documents, elle a baissé les yeux, murmurant un « je suis désolé », Étienne qui sonnait comme une sentence. Désolé ? J'ai compris sur le champ. Elle m'avait jeté en pâture. Pour sauver sa peau, elle avait effacé ses traces, réécrit l'histoire dans les archives numériques, me laissant seul face au peloton d'exécution. Les flics sont arrivés le lendemain matin, menottes prêtes, tandis que les collègues murmuraient dans les couloirs « Il a bien cherché, le naïf ». Ce jour-là, dans la cellule froide d'un commissariat du Marais, j'ai juré sur la tête de mon enfant à naître, Amanda Perret. Pas avec de l'argent ou des excuses, non, avec la même arme qu'elle avait utilisée contre moi. La trahison, amplifiée, distillée comme un poison lent. Paris, avec ses ruelles sombres et ses salons feutrés, serait mon terrain de jeu. Et la loyauté ? Un mot vide, un mensonge que je ferais ravaler à tous ceux qui l'avaient prononcé. Les semaines suivantes ont été un enfer bureaucratique. Suspendu de mes fonctions, interrogé par des juges aux airs de inquisiteur, j'ai vu ma vie se déliter comme un croissant rassis. Claire m'a quitté, emportant nos valises et nos rêves d'une nurserie au mur pastel. « Tu nous as mis en danger, Étienne », a-t-elle dit, les yeux rougis par les larmes. Ma mère, de son appartement exigu à Belleville, m'a envoyé une carte postale. « La honte est pire que la faim, mon fils ». Seuls les rats des sous-sols de LuxCorp semblaient s'intéresser à moi. Ces employés subalternes, les standardistes et les informaticiens, qui colportaient des ragots comme des reliques sacrées. Mais dans l'ombre, j'ai commencé à tisser ma toile. D'abord, un avocat véreux rencontré dans un bar à Absinthe près de la Bastille, qui pour quelques milliers d'euros a exhumé des emails oubliés prouvant l'implication d'Amanda. Pas assez pour la couler, mais suffisant pour planter la graine du doute. Ensuite, une ancienne collègue, Sophie, une rousse piquante du service RH, qui haïssait Amanda depuis une promotion volée. Elle couche pour monter, tu sais, m'a-t-elle glissé un soir, autour d'un verre de vin rouge au Procope. Sophie m'a ouvert les portes des archives numériques, et là, j'ai trouvé l'or, des notes internes, des enregistrements de réunions où Amanda admettait avoir arrangé les tests pour plaire au PDG. Pourtant, ce n'était que le prélude. La vraie revanche exigerait plus. Une mise en scène digne d'un roman de Simenon, avec ses twists moraux et ses abysses humains. J'ai infiltré les cercles d'Amanda, ses dîners chez l'ami Louis, ses week-ends à Deauville. Sous un faux nom, Paul Renaud, consultant freelance, j'ai approché son cercle intime. Son amant, un banquier aux ongles manucurés nommé Thierry, était une cible facile, un homme vaniteux qui collectionnait les maîtresses comme des montres Patek Philippe. Une nuit, après avoir arrosé une affaire bidon au baron, je l'ai saoulé jusqu'à ce qu'il vide son sac. Amanda n'était pas seulement ambitieuse. Elle était une manipulatrice née, orpheline d'un père absent et d'une mère alcoolique, qui avait gravi les échelons en piétinant les corps. Elle m'a promis le mariage, mais c'est ton poste qu'elle voulait, Étienne. Pour le garder, elle t'a sacrifié. Ces mots m'ont consumé comme un feu de joie maléfique. J'ai vu Amanda non plus comme une amie, mais comme un monstre entailleur, une araignée tissant sa toile dans les hauteurs de la tour Montparnasse. Le plan se dessinait, ruiner sa réputation, pas d'un coup, mais goutte à goutte, jusqu'à ce qu'elle implore la pitié. D'abord, semer le doute chez Thierry. Un email anonyme avec des photos truquées, Amanda en compagnie d'un concurrent, prise lors d'un salon à Cannes. Il l'a confrontée, et leur rupture a fait les choux gras des ragots internes. Mais Amanda était rusée. Elle a riposté vite. Une plainte pour harcèlement contre moi, alléguant que mon obsession post-scandale menaçait sa sécurité. Les flics m'ont convoqué à nouveau, et cette fois, c'était personnel. « Monsieur Moreau, vous jouez avec le feu », m'a averti l'inspecteur, un gaillard au cigare éteint. J'ai souri intérieurement. Le feu ? J'allais l'embraser, Paris tout entier. Les hivers parisiens sont cruels, avec leur brume qui s'accroche aux épaules comme un manteau de regret. Novembre arrivait, chargé de feuilles mortes et de factures impayées, et moi, relégué dans un studio minuscule à Ménilmontant, je passais mes nuits à sculpter ma vengeance comme un artisan fou. Mon ordinateur portable, vestige de mes jours glorieux chez LuxCorp, était devenu mon hôtel, tableur de contact, timeline d'événements, et un dossier baptisé « Opération Bravo », un clin d'œil ironique au surnom qu'Amanda me donnait jadis, mon bravo Étienne, pour mes idées brillantes. Sophie était ma première acolyte, involontaire au début.
Nos rencontres se faisaient dans des cafés anonymes du Marais, où les serveurs en tablier blanc versent du thé à la menthe sans poser de questions. Elle prépare un coup tordu contre Lafarge, m'a-t-elle confié un après-midi, sous la pluie fine qui tambourinait sur les vitres du café de Flore. Amanda, toujours en avance d'un pas, avait découvert des irrégularités dans les comptes du PDG, des pots de vin versés aux sous-traitants toxiques. Au lieu de le dénoncer, elle monnayait son silence, une vice-présidence en échange de son mutisme. C'est du chantage pur, Étienne. Et si on la faisait tomber avec? L'idée était tentante, un poison à double tranchant. Mais je voulais plus intime, plus viscéral. J'ai creusé dans le passé d'Amanda, payant un détective privé, un ex-flic aux dettes de jeu, pour fouiller les archives de Lyon. Ce qui l'a déterré m'a glacé. À 20 ans, Amanda avait été impliquée dans un scandale universitaire, une thèse plagiée d'une camarade disparue mystérieusement après avoir menacé de tout révéler. Pas de preuves formelles, mais des rumeurs persistantes, des lettres anonymes jaunies. Et le clou? La camarade en question était la sœur d'un juge influent qui avait étouffé l'affaire pour raisons familiales. Amanda avait déjà du sang sur les mains, métaphoriquement du moins. Cela expliquait sa soif insatiable de pouvoir, une survivante forgée dans la trahison. Armé de cela, j'ai lancé la phase 2, l'infiltration. Sous l'identité de Paul Renaud, j'ai décroché un contrat freelance avec LuxCorp pour auditer la campagne post-scandale. Facile, grâce à un contact au service achat, un vieux renard nommé Marcel qui devait une faveur à mon père. Les premiers jours ont été un exercice de tension, déambuler dans les couloirs familiers, feindre l'indifférence face au regard en coin. Amanda m'a croisé une fois, dans l'ascenseur, son parfum, un musc entêtant, me ramenant des souvenirs amers. « Paul, n'est-ce pas? Vous avez l'air familier », a-t-elle dit, son sourire carnassier. J'ai haussé les épaules, les visages se ressemblent tous à Paris. Elle a ri, ce rire cristallin qui masquait autrefois mes doutes. Bientôt, j'ai gagné sa confiance. Lors d'une réunion stratégique, j'ai proposé une idée géniale. Relancer Éclat éternel avec une édition limitée Rédemption, jouant sur le scandale pour en faire un atout marketing. Elle a mordu à l'hameçon. Brillant, Paul. Vous me rappelez quelqu'un. Nos échanges se sont intensifiés. Email codé, dîner d'affaires au Georges V, où les lustres en cristal diffusent une lumière flatteuse sur les mensonges. Je l'ai écouté se plaindre de Thierry, de Lafarge, de la jungle du pouvoir. Et dans ses confidences, elle a lâché des perles. Son projet secret, une start-up de cosmétiques éthiques financée par des investisseurs qataris, qu'elle lancerait une fois vice-présidente. LuxCorp n'est qu'un tremplin, Paul. Bientôt, je serai la reine. C'était mon ouverture. J'ai commencé à distiller le doute. D'abord, un leak mineur, une note interne sur son chantage à Lafarge, envoyée à un journaliste du Monde que j'avais contacté via un compte proxy. L'article est sorti discrètement, intrigue au sommet de LuxCorp, sans nommer Amanda, mais assez pour que les murmures enflent. Elle a paniqué, me confiant ses craintes lors d'un verre au Ritz. Quelqu'un me sabote, Paul. Je sens une ombre. J'ai feint l'empathie, posant une main sur la sienne, les ennemis sont partout à Paris. Intérieurement, je jubilais. Elle mordait à son propre appât. Mais Amanda n'était pas dupe. Une semaine plus tard, elle m'a confronté dans son bureau, porte close. Qui êtes-vous vraiment, Paul? Ses yeux verts lançaient des éclairs. J'ai nié, bien sûr, mais elle avait fouillé. Des recoupements sur mon CV bidon, une photo floue d'un gala où Paul ressemblait vaguement à moi. Elle n'a pas appelé la sécurité, pas encore. Au lieu de cela, elle a proposé un marché. Aidez-moi à écraser Lafarge, et je vous fais entrer dans ma start-up. Oublions le passé. Le passé. Elle savait. Pour la première fois, j'ai vu la fissure dans son armure. La peur, nue, comme une courtisane démasquée. J'ai accepté, feignant l'allégeance. Ensemble, nous avons ourdi le coup contre Lafarge, falsifié des preuves de détournement, les faire fuiter au fisc. C'était ironique, moi, l'homme gisant pour elle, la guidant maintenant vers un crime plus grand. Lafarge a démissionné dans la honte, un suicide médiatique, et Amanda a été promue vice-présidente par intérim. Les toasts ont coulé ce soir-là au Fouquet S, et elle m'a embrassé sur les deux joues. À nous, Paul. À la victoire. Pourtant, dans l'ombre de ma chambre froide, je préparais le retournement. J'avais enregistré nos conversations, des heures de bande où elle avouait tout. Le chantage, les plagiats anciens, même un avortement secret qu'il avait brisé jeune. Ces cassettes étaient ma bombe. Mais le timing importait. Noël approchait, avec ses lumières factices sur les Champs-Élysées, et un gala annuel chez LuxCorp où tous les requins se réuniraient. Ce serait le théâtre de l'acte 2. Sophie m'a aidé à affiner le plan, mais elle hésitait.
Et si on arrêtait, Étienne? La vengeance ronge l'âme. Je lui ai ri au nez. L'âme? À Paris, on vend la sienne pour un ascenseur social. Elle a cédé, fournissant l'accès au serveur pour une surprise numérique. Le 24 décembre, sous les flocons timides, j'ai piraté le discours d'Amanda, projeté sur les écrans géants du gala. Ses mots empoisonnés résonneraient pour tous. Le soir venu, la salle de bal du Crillon bruissait de rires et de cliquetis de verre. Amanda, rayonnante en robe rouge sang, montait sur scène. Les lumières se sont tamisées, et au lieu de son texte poli, les enregistrements ont jailli. Sa voix, claire et cruelle, confessant ses péchés. J'ai falsifié les tests. Étienne a payé pour moi. Lafarge était une marionnette. La salle s'est figée, puis a explosé en murmures horrifiés. Elle a blêmi, titubant comme une poupée désarticulée. J'étais dans la foule, sous mon masque de pôle, savourant le chaos. Mais alors qu'elle balayait la salle du regard, nos yeux se sont croisés. Dans cette fraction de seconde, j'ai vu non la haine, mais une tristesse infinie, comme si elle avait toujours su et regretté. « Étienne » a-t-elle murmuré dans le micro, avant que la sécurité ne l'emmène. Le scandale a éclaté comme une bulle de savon empoisonné, souillant tout sur son passage. Le lendemain de Noël, les journaux titraient « Vice-présidente de LuxCorp impliquée dans un vaste réseau de fraude », avec ma vidéo virale comme pièce à conviction. Amanda a été arrêtée chez elle, dans son appartement cossu de Passy, menottes au poignet et pyjama de soie tachée de larmes. Les images, floutées par respect ou par calcul pour la décence française, ont fait le tour des plateaux télé. Elle, la Golden Girl du marketing, traînée comme une vulgaire pickpocket. J'ai regardé ça depuis un bistrot anonyme près de la place des Vosges, un croissant à la main, sentant pour la première fois depuis des mois un poids allégé. Mais la vengeance n'est jamais propre. Elle tache l'âme du vengeur autant que la victime. Sophie m'a appelé en panique. Il remonte à toi, Étienne. Les IP d'Elix mènent à un VPN que tu as utilisé. J'ai raccroché, le cœur cognant, et filé dans les entrailles du métro, où les rames bringue-balles comme des cercueils sur roues. Paris, ma complice, me trahissait à son tour. Ses caméras de surveillance, ses voisins curieux, ses flics en civil qui sentent le tabac froid. J'ai changé de planque 3 fois en une semaine. D'un hôtel miteux à Bastille à un squat d'artistes à Belleville, dormant sur des matelas crasseux imprégnés d'odeurs d'encens et de hache. Les interrogatoires ont suivi, informels d'abord. Un inspecteur aux moustaches grisonnantes m'a convoqué pour un café amical au commissariat central. « Monsieur Moreau, vous avez un talent pour les drames », a-t-il dit, sirotant un expresso amer. J'ai joué l'innocent, simple citoyen outragé par le scandale, ayant dénoncé anonymement pour la justice. Il a ri, un rire gras. À Paris, la justice est une putain qu'on paie cher. Mais ses notes montraient qu'il suspectait plus. Des liens avec Paul Renaud, des transferts d'argent vers le détective. Amanda, depuis sa cellule à Fresnes, avait parlé, pas pour me couler, mais pour négocier. Étienne est innocent. C'est moi qui l'ai piégé. Sa déclaration m'a désarçonné. Dans les journaux, on parlait d'un pacte de loyauté brisé, et les commentateurs s'en donnaient à cœur joie. Femme fatale ou victime du patriarcat corporate. Les féministes la défendaient, arguant que les hommes comme moi, des perdants amers, sabotaient les carrières féminines. D'autres, plus cyniques, applaudissaient « Enfin, une traîtresse qui paie ». J'étais au centre d'un cirque médiatique, mon visage pixelisé sur BFM, et pour la première fois, je doutais. Était-ce la liberté, ou juste un autre piège? Pourtant, je n'ai pas flanché. La phase finale du plan, bravo ultime, visait plus haut. Lafarge n'était pas innocent. Son suicide médiatique cachait un cancer en phase terminale, et Amanda l'avait su. Elle avait accéléré sa chute pour hériter de ses contacts qataris. J'avais les preuves, un email intercepté, où elle écrivait à un avocat. Poussez Lafarge au bord, et les fonds seront nôtres. Avec cela, je pouvais la lier à une conspiration plus large, impliquant corruption internationale. Mon détective, payé rubis sur l'ongle, a arrangé une rencontre avec un procureur ambitieux, un jeune loup de Nanterre avide de gros poissons. La nuit avant l'échange, j'ai rêvé d'elle. Amanda, nue dans les vagues de Deauville, riant comme au premier jour. Pourquoi, Étienne? On était amis. Je me suis réveillé en sueur, le goût du sel sur les lèvres. Était-ce de la culpabilité? Non, rage pure. Elle m'avait volé ma vie, ma femme, mon enfant, ma dignité, pour un siège plus haut. À l'aube, enveloppé dans un manteau usé, j'ai traversé la Seine gelée vers Nanterre, dossier sous le bras. Le procureur, un certain Duval, ironie du sort, homonyme d'Amanda, a écouté en silence, ses yeux de fouine luisants. C'est du lourd, Moreau. Mais risqué. Si elle contre-attaque. J'ai hoché la tête, c'est le jeu.
Les rouages se sont mis en branle. Perquisition, audition et bientôt, Amanda accusée non plus de fraude mineure, mais de co-conspiration à l'extorsion. Les manchettes hurlaient « L'affaire LuxCorp, une trahison en cascade ». Elle a craqué lors d'une confrontation télévisée, son maquillage impeccable craquelant sous les projecteurs. Étienne m'a tendu un piège. Il est obsédé, pathétique. Ces mots m'ont piqué, mais j'ai riposté dans l'ombre. Un post anonyme sur un forum d'ex-employés, détaillant son plagiat lyonnais. La sœur du juge, ressurgie comme un fantôme, a porté plainte pour diffamation, contre Amanda, cette fois. Le nœud se resserrait. Mais alors que je croyais la victoire proche, le twist est arrivé, vicieux comme un coup de couteau dans le noir. Sophie m'a appelé, voix brisée. « Étienne, j'ai trouvé quelque chose dans les archives. Ton père. Il travaillait pour le sous-traitant toxique. C'était lui qui avait recommandé le contrat à Lafarge, il y a des années. Amanda l'a su, et c'est pour ça qu'elle t'a protégé au début, par loyauté envers ton nom. Mais quand le scandale a éclaté, elle a dû choisir, sa carrière ou l'honneur familial. Mon père, mort depuis 5 ans d'une crise cardiaque, un ancien cadre discret que j'adorais. Était-ce possible ? Les documents qu'elle m'a envoyés par mail sécurisé montraient des emails anciens. Mon père implorant Lafarge de « fermer les yeux » sur les tests, pour un pot de vin modeste. La révélation m'a terrassé. J'avais garanti non seulement pour Amanda, mais pour un legs familial pourri. Pire, dans une lettre jointe, Sophie révélait « Amanda voulait te dire la vérité après ta promotion promise. Mais tu as fui, rongé par la paranoïa. » Étais-je le traître ? Finalement, Paris, avec ses miroirs déformants, me renvoyait un monstre, un fils vengeur piétinant la mémoire d'un père coupable. Pourtant, l'élan était trop fort. J'ai poussé plus loin, fuyant vers le sud, à Marseille, où les vagues méditerranéennes claquent comme des applaudissements moqueurs. De là, j'ai orchestré le coup final, une fuite vers les Qataris, révélant le rôle d'Amanda dans la mort morale de Lafarge. Ils se sont retirés, la laissant sans filet. Seule dans sa cellule, elle a tenté un suicide, pilule avalée dans la nuit, sauvée in extremis. Les nouvelles parlaient d'une victime brisée par l'ambition. Moi, j'errais dans les calanques, un fantôme, me demandant si la revanche valait le vide. Marseille m'a accueilli comme une amante usée, chaude, salée, imprévisible. Ces ports grouillent de marins aux tatouages fanés et de marchands qui vendent des secrets au poids du poisson frais. J'y ai loué une chambre au-dessus d'une bouillabaisse perpétuellement mijotée, sous le vieux port, où les mouettes crient des vérités que personne n'écoute. Les jours se fondaient en une brume d'ouzo et de regrets, ponctués d'appels de mon avocat. L'enquête avance, Moreau. Restez discret. Discret ? J'étais un paria, un nom synonyme de scandale, avec un mandat d'arrêt planant comme un nuage noir. Amanda, de son côté, pourrissait à Fresnes, attendant son procès comme une mariée son bourreau. Les tabloïds la dépeignaient en Médée moderne. La sorcière de LuxCorp, avec des photos d'elle jeune, radieuse, juxtaposées à son visage émacié derrière les barreaux. J'aurais dû jubiler, mais la révélation sur mon père avait empoisonné le nectar. J'ai fouillé moi-même, passant des nuits sur des bases de données piratées. Et oui, c'était vrai. Papa, cet homme aux mains calleuses qui m'apprenait à pêcher à la ligne dans les Yvelines, avait trempé dans la magouille. Un pot de vin de 50 000 €, versé sur un compte offshore, pour faciliter le contrat toxique. Il avait agi pour nous, pour l'héritage, pour mon avenir chez LuxCorp. Et Amanda l'avait su, via un oncle commun dans l'industrie. C'est pour cela qu'elle m'avait choisi comme bouc émissaire, me protéger de la chute familiale en me faisant porter un péché qu'elle estimait moindre. La culpabilité m'a rongé comme l'humidité marseillaise ronge les coques de bateau. Étais-je pire qu'elle ? Ma vengeance, ce chef-d'œuvre de malveillance, n'avait fait que creuser un tombeau pour 2 âmes damnées. Sophie, fuyant Paris pour un poste à Lille, m'a écrit « Arrête, Étienne. Rends-toi. Il y a encore de la lumière. » Lumière ? À Marseille, la lumière est crue, impitoyable, révélant les cicatrices qu'on cache sous les chemises blanches. Pourtant, le destin, ce farceur en smoking, a décidé d'un dernier acte. Un matin de février, alors que la tramontane fouettait le port, un coursier m'a livré un paquet anonyme, une clé USB et une note manuscrite. Pour la vérité, de la part d'un fantôme. Curieux, j'ai branché la clé dans un cybercafé bondé d'étudiants au dreadlock. Les fichiers, des vidéos, des audios, un journal intime numérisé. Signé, Thierry, l'ex-amant d'Amanda. Il n'avait pas digéré la rupture. Pire, il avait son propre agenda. Les preuves montraient non seulement le rôle de mon père, mais Amanda en train de le couvrir, des paiements occultes pour acheter le silence familial. Et le twist. Thierry était le fils illégitime de Lafarge, et il orchestrait tout pour venger son père, utilisant Amanda comme appât,
et moi comme exécuteur involontaire. J'ai ri, un rire hystérique qui a fait se retourner les gamins du café. Nous étions tous des pions dans un échiquier géant, manipulés par des fils invisibles. Thierry m'avait approché via le détective, finançant mes leaks pour faire tomber Amanda, tout en me laissant les mains sales. Bravo, Étienne, murmurait une voix off dans une vidéo, lui, filmant en cachette nos rencontres. Il voulait me voir couler avec elle, un duo de traîtres enlacés dans l'abîme. La fureur m'a propulsé en avant. J'ai contacté le procureur Duval, arrangeant une entrevue secrète à Aix-en-Provence, dans un couvent reconverti en hôtel. Thierry est le vrai serpent, ai-je déclaré, déversant les fichiers comme un exorcisme. Duval, les yeux plissés, a pris des notes. Ça change tout. Corruption, filiation cachée. Un roman. Les arrestations ont suivi. Thierry appréhendé à Genève, où il fêtait une victoire solitaire. Les médias ont pivoté, le fils caché de Lafarge, maître des marionnettes. Amanda a été libérée sous caution, le rôle de Dupré évalué. Elle m'a appelé. Premier contact depuis le gala. Sa voix, brisée mais ferme. Étienne, c'était un piège pour nous deux. Reviens. On peut témoigner ensemble. J'ai hésité, le combiné collé à l'oreille, entendant l'écho des vagues. Paris m'appelait, avec ses punitions et ses pardons. Mais la confiance, brisée comme un vase de sèvres. J'ai refusé. Au lieu de cela, j'ai fui plus au sud, vers les calanques désertes, où les falaises plongent dans un bleu impitoyable. Là, seul avec mes démons, j'ai brûlé les dernières preuves, un feu de camp improvisé, où les flammes dansaient comme des spectres. La vengeance avait gagné, mais à quel prix? Mon père réhabilité post-mortem, Amanda en sursis, Thierry en cage. Et moi? Un errant, un bravo sans écho. Pourtant, dans les nuits étoilées, je sentais une paix étrange. La loyauté n'avait aucune valeur au bureau, mais la vérité, amère, tranchante, valait tous les empires. Le printemps méditerranéen arrive comme un voleur, doux et traître, enveloppant Marseille d'un voile de jasmin et de sel. Mars touchait à sa fin, et moi, transformé en ombre, je marchais les quais du Vieux-Port, observant les pêcheurs qui rentraient leurs filets gonflés de silence. Le procès battait son plein à Paris, retransmis en direct sur les écrans des bistrots. Thierry au banc des accusés, visage de pierre, niant tout. Amanda, témoin clé, en tailleur noir austère, sa beauté fanée comme une rose piétinée. Elle parlait d'une voix mesurée, disséquant les manipulations avec la précision d'un scalpel. J'ai été trahi, comme Étienne. Nous étions des victimes collatérales d'un système pourri. Mon nom revenait souvent, prononcé comme une malédiction ou une absolution. Le procureur Duval, promu par l'affaire, peignait mon portrait en héros involontaire. Monsieur Moreau a risqué sa liberté pour la justice. Les féministes, autrefois ses alliés, l'abandonnaient maintenant, la taxant de complice opportuniste. Les conservateurs applaudissaient, un homme ordinaire contre l'élite corrompue. J'étais le pivot d'un débat national, un fantôme qui divisait les dîners en ville et les forums en ligne. Il a eu raison de la briser, disaient les uns. C'est de la vengeance misogyne, rétorquaient les autres. Paris, toujours, transformait le personnel en politique. Claire m'a contacté via un intermédiaire, notre avocat commun. Le bébé arrive en mai. Reviens, Étienne. Pour lui. Sa voix, adoucie par la maternité, ravivait des braises éteintes. J'ai imaginé une nurserie à Belleville, avec des mobiles en forme d'avion en papier, et moi, le père repentant, lisant des contes de Daudet. Mais les menottes virtuelles me retenaient. Un mandat pour obstruction à la justice, basé sur mes leaks initiaux. Me rendre signifiait la prison, 1 an ou 2 à la santé, à ronger mes chaînes. Amanda, libérée des charges principales grâce à mon témoignage anonyme, glissée à Duval via un moine d'Aix, a tenté une dernière approche. Une lettre, remise par un coursier au port. Étienne, le jour où j'ai compris que la loyauté valait quelque chose, c'était quand tu m'as détruite. Pas par haine, mais par amour déformé. Rejoins-moi. On reconstruit ensemble. Amour? Le mot me brûlait. J'ai revu nos nuits à Deauville, les vagues comme témoins muets. Était-ce cela, au fond? Une passion tordue, masquée en ambition. Le twist final est survenu par un matin clair, alors que je sirotais un pastis solitaire au bar de la Marine. Un homme s'est assis en face. Thierry, libéré sous caution, pâle comme un spectre. « Vous avez gagné, Moreau », a-t-il dit, sans amertume. Mais à quel prix? Mon père est mort en sachant que sa lignée était maudite. Il a glissé une enveloppe, des documents prouvant que mon père n'était pas coupable. Un bouc émissaire lui aussi, piégé par Lafarge senior dans les années 80. La boucle se fermait, trahison sur trahison, une chaîne infinie.
Thierry s'est levé, disparaissant dans la foule des touristes. J'ai ouvert l'enveloppe, les mains tremblantes. La vérité ultime, Amanda l'avait su, et c'est pour me protéger de cela, de l'horreur d'un père innocent condamné, qu'elle m'avait fait gagner le faux. Elle avait porté le fardeau seule, jusqu'à ce que ma vengeance la libère, perversement. J'ai pris le train pour Paris ce soir-là, sous un ciel zébré d'or. À la gare de Lyon, Claire m'attendait, ventre rond, yeux humides. « On recommence », a-t-elle murmuré, m'embrassant comme au premier jour. Amanda? Elle a plaidé coupable pour les fraudes mineures, écopant d'une peine symbolique et d'un exil doré à Lyon. On s'est croisés une fois, par hasard, au Louvre, elle, guidant un groupe de touristes, moi, avec mon fils en poussette. Nos regards se sont accrochés. Pardon? Haine? Ou juste la fatigue des survivants? Aujourd'hui, je suis consultant freelance, écrivant des rapports anonymes pour des boîtes qui ne posent pas de questions. La loyauté? Elle existe, fragile comme un pont sur la Seine. Mais à Paris, on marche dessus en regardant en arrière, guettant l'ombre du prochain couteau. Bravo, Amanda. Tu m'as appris à survivre. Et pour cela, je te dois une dette éternelle.